La présidente, moi, je ne vais pas chanter, je vais essayer d'argumenter d'une autre façon. Je dirais que l'idée qui sous-tend tout ce débat et de la proposition du gouvernement votée par le Parlement, c'est que la dépense publique n'est pas bonne, entre guillemets. Et sauf quand il s'agit de sauver le système bancaire qui nous a emmenés dans le mur. Et là, l'État s'endette, bien obligé, sinon la catastrophe serait bien pire. Donc effectivement, on a face à nous un pouvoir politique, un président de la République, un Parlement qui décide qu'on met tout le monde sous la toise. Le collégien, l'automobiliste, le retraité avec la CSG, le locataire avec l'APL, et pas tout à fait les détenteurs de capitaux qui, eux, peuvent justement bénéficier de mesures qui ne passent pas sous la toise, qui s'appellent l'exonération de l'impôt sur la fortune. 5 milliards d'euros, excusez du peu. Donc maintenant, on a un gouvernement qui rétablit la tutelle, effectivement, sur les collectivités locales, qu'on le veuille ou non. Et donc, d'une certaine façon, on est loin des lois de décentralisation voulues par François Mitterrand, mis en place par Pierre Mauroy et Gaston Defferre en 1982, qui disait les collectivités locales, et c'est toujours dans la loi, s'administrent librement. Je vous passe la suite des articles de loi. Et aujourd'hui, si vous faites au nom de l'administration libre, plus 1,22 dépenses de fonctionnement, alors vous êtes à l'amende. C'est quand même le monde à l'envers. C'est quand même le monde à l'envers. C'est-à-dire, François Mitterrand disait, le pouvoir qu'on vous a confisqué, on veut vous le rendre par les lois de décentralisation. Et ça a été les premières lois. Et à l'époque, je fais rappel à ma mémoire, j'étais jeune inspecteur du Trésor, je faisais partie des groupes de travail qui étaient constitués par Gaston Defferre, autour de lui au ministère de l'Intérieur, et on amenait un certain nombre d'éléments, je dirais d'une façon bénévole, pour pouvoir dire au gouvernement, il faut y aller, il faut rendre de la liberté aux collectivités locales. On n'avait pas besoin de convaincre Gaston Defferre, qui était un ministre exemplaire et qui avait observé que dans les territoires d'outre-mer et en France, il fallait s'affranchir de la tutelle des préfets. C'était son discours à Gaston Defferre avec son accent un peu marseillais, c'est-à-dire vous la voulez comment, cette synthèse pour faire avancer les choses. Et donc, avant 1981, effectivement, d'une façon générale, la France des territoires était sous la tutelle des préfets. Tant et si bien que c'était les préfets qui établissaient les budgets. Il faut le rappeler, comment ça se passait. Ce n'est pas si vieux. Les préfets établissaient les budgets des collectivités locales. Les régions n'étaient pas très fortes à l'époque, mais les départements et les autres collectivités passaient sous la toise. Et il y avait d'ailleurs une commission départementale qui était là pour la forme. Le président du conseil départemental négociait un peu avec le préfet et ça se faisait comme ça. Ça, c'était en 1981. Les lois de décentralisation, Mauroy, Defferre, François Mitterrand passent là. Et en 2018 arrive donc ce qu'on a tous lu dans la loi qui a été promulguée au mois de janvier 2018. C'est-à-dire que les préfets, passez-moi l'expression un peu triviale, vont revenir par la fenêtre, quoi, en quelque sorte. Et taxeront, non, parce que c'est un peu plus subtil que ça. Les budgets ne sont pas établis par les préfets. Ils sont établis par nous tous, votés par nous tous. Mais la taxe peut intervenir, la taxe interviendra si nous ne sommes pas sages. Et je dirais que nous sommes en 2018 et là, on voit apparaître une sorte de bonapartisme très concret sur la gestion des collectivités locales et sur la liberté dont doivent s'exercer le pouvoir des collectivités locales. J'ai une question qui m'est venue à l'esprit en vous entendant les uns et les autres.
imaginons que, puisque le bon argent dépensé publiquement, c'est l'investissement, et le mauvais argent dépensé serait le fonctionnement, imaginons que nous nous lancions dans une politique d'investissement très importante, mais comme nous n'avons pas les recettes qui vont avec, puisque les dotations de l'État n'avancent plus, ou quasiment plus, nous sommes obligés, grâce à la bonne gestion de cette région, à faire appel à l'emprunt. Et en faisant appel à l'emprunt, et dans ces conditions, nous allons augmenter les charges de fonctionnement à venir, puisqu'il y a part capital et la part en intérêt à rembourser. Et donc l'année prochaine, en investissant plus, eh bien, on fera appel à l'emprunt et les frais financiers, comme vous le savez, mes chers collègues, viennent dans la section de fonctionnement et donc mécaniquement ferait monter la section de fonctionnement. C'est pour dire l'absurdité d'une telle réglementation, et je me suis interrogé pour savoir que mais comment le Conseil constitutionnel qui est là, qui est le garant des libertés publiques, peut-il, sur la saisine des membres de l'opposition, sénateurs et députés, en venir à admettre. Alors j'ai lu les attendus du Conseil constitutionnel, parce que je me suis dit quand même, il y a le Conseil constitutionnel, puis il y a aussi tous les gens, les juristes qui travaillent. Alors, en gros, il dit ceci, l'article 34 de la Constitution prévoit l'équilibre des comptes, donc là le gouvernement a raison dans son, et des collectivités publiques. Il dit 1,2%, mais oui, ça peut être modulé. Mais quand on lit ce qui va nous arriver en Bourgogne-Franche-Comté, ça ne le sera pas parce que le potentiel fiscal, parce que, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, nous ne sommes pas dans la région où ça pourrait être modulé. Mais un avenant, le Conseil constitutionnel relève qu'un avenant est toujours possible et donc est négocié au cas où il y a une modification de la règle du jeu entre le moment où on signe et le moment où il faut regarder si les comptes sont bien d'équerre. Et puis, il dit aussi, naturellement, qu'il appelle ça la reprise financière. Le Conseil constitutionnel, en parlant des plus 1,2%, il dit, si on dépasse la reprise financière, alors à ce moment-là, on peut avoir une procédure contradictoire de conciliation avec le préfet sous l'autorité du juge administratif. C'est-à-dire qu'il ouvre des portes et il dit, en fait, c'est pas draconien, donc c'est pour ça que la loi peut être acceptée. Je vous ai fait, en gros, le résumé. Voilà. Alors, je vais terminer, Monsieur Sauvadet. J'ai fini. Vous avez compris que je suis vraiment pas chaud, moi, pour ce. J'ai essayé d'argumenter politiquement et juridiquement, franchement. Et donc, on est face à un diktat qui nie l'intelligence des femmes et des hommes sur les territoires. Qui nie l'intelligence des femmes et des hommes sur les territoires. Et après concertation, si nous pensons que la situation de la Bourgogne-Franche-Comté sur le chômage, sur l'emploi, sur le logement, sur l'aménagement du territoire, eh bien ça passe par un certain nombre de mesures qui peuvent entraîner un certain nombre de dépenses supplémentaires, c'est notre responsabilité politique. Nous sommes ici dans une assemblée politique par le suffrage du peuple et des citoyens. Et donc, cette assemblée politique, elle a la liberté de dire aux citoyens, oui, je contreviens aux règles, mais voilà pourquoi je le fais. Maintenant, c'est à vous de juger. Vous êtes des grands, vous êtes des citoyens. Alors, moi, je termine mon intervention en disant ceci. Je demande à ce que notre assemblée réaffirme ce besoin de l'autonomie fiscale. Parce que on discute de quoi, là? On discute, en fait, d'une dépense, mais qui s'appuie sur des recettes qui ne disposent que d'un seul levier, la taxe additionnelle sur les véhicules, la taxe sur les cartes grises. On n'a plus d'impôts à voter. Donc, pas d'autonomie fiscale dans une région qui a des compétences qui sont montées en charge d'année en année. Donc, je demande que nous réaffirmions l'autonomie fiscale pour les collectivités, dont la région, qui est une
collectivité majeure depuis la loi de 81. Je demande aussi que l'on s'oriente vers une spécialisation d'un impôt qui serait pérenne par collectivité. On ne pourra pas s'en sortir, on est réduit. Vous vous rendez compte qu'on est la principale collectivité en Bourgogne-Franche-Comté, avec des pouvoirs sur la formation, les transports, les lycées, l'apprentissage, enfin l'apprentissage si ça dure, et qu'on n'a pas les moyens de lever l'impôt. Franchement, on n'a pas les moyens de lever l'impôt, on a les moyens de lever de l'emprunt. Mais c'est tout. Et puis la troisième chose, c'est qu'on adopte une globalisation des dotations de l'État et qui adopte le principe de la péréquation sous l'égide de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir. Donc la motion qui est préparée par notre groupe, elle doit dire aussi tout ça. Je pense que effectivement, c'est pas qu'une motion technique. Non, c'est pas qu'une décision technique. C'est une décision politique, mais qui doit s'appuyer sur des éléments sans démagogie, comme j'ai essayé de le faire après mon intervention. Merci à vous.